la suite à suivre. Bonjour à tous amis, eh bien nous sommes en direct. Aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi nous vous présentons le projet de dirigeable de nouvelle génération. Je m'appelle Pavel Filipov et à mes côtés se trouve Fedor Konstantinov. Et en gros, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore une idée claire de ce qu'est le projet de dirigeable de nouvelle génération, quand nous lancerons les premiers dirigeables et comment nous prévoyons de commercialiser ce secteur et cette direction commerciale, alors vous êtes au bon endroit et au bon moment. À propos de l'heure, sachez que nous diffusons notre émission aujourd'hui à 19h, heure de Moscou. Avant, c'était à 17h. Et justement, nous voulons voir s'il y aura plus de spectateurs, si cela vous conviendra mieux. Donc, écrivez si vous préférez 19h ou peut-être un autre moment. En général, nous allons expérimenter et viser à obtenir l'heure de nos diffusions la plus confortable possible pour tous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, car c'est ce qui accélère le financement du projet. Nous avons un projet populaire, un projet auquel participe un grand nombre de personnes, donc en partie grâce à vous, les spectateurs, la rapidité de développement de ce projet dépend de vous. Alors, ne soyez pas paresseux, c'est vraiment très important. Nous réalisons déjà notre deuxième diffusion dans les bureaux de la société Nova qui s'occupera des dirigeables. Voici le bureau où l'équipe travaille déjà. Nous vous en dirons plus à ce sujet et sur les nouvelles dans quelques jours. Aujourd'hui, nous avons la présentation et nous allons commencer par les bases. Comme vous le savez, avant de nous engager dans ce projet, un énorme travail a été accompli. Nous avons étudié un grand nombre de technologies et de diverses personnes talentueuses qui proposaient des idées commerciales basées sur leur technologie, mais Solar Group s'est arrêté précisément sur les dirigeables. Et ici, je veux poser une question à Fedor. Pourquoi avoir choisi les dirigeables? Pourquoi avoir décidé de se concentrer sur cette direction commerciale? Je salue également tout le monde, bien sûr, car l'idée flottait dans l'air. L'idée flottait dans l'air et c'était le cas. Pour tout le monde. Je vais maintenant expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que la tâche était de la part de la société Solar Group de trouver un projet qui soit à un stade embryonnaire et qui, une fois réalisé, puisse devenir un acteur majeur dans le secteur, c'est-à-dire devenir suffisamment vaste, suffisamment énorme pour que les investisseurs participatifs, tous ceux qui soutiennent ce projet, puissent réellement en tirer des bénéfices significatifs, substantiels et impressionnants. Eh bien, c'est un projet d'investissement classique. Tout projet d'investissement recherche un tel unicorne. Et il fallait donc certainement le chercher. Parmi ceux qui existent, on peut dire n'importe quoi, que nous allons fabriquer des soucoupes volantes, mais qui peut les réaliser, c'est-à-dire qu'ils cherchaient naturellement quelque chose de réel. Il y avait de nombreux projets différents, mais un projet aussi grand et ambitieux que les dirigeables, et surtout réalisable, n'existait pas. Pourquoi des dirigeables en particulier, mais dans quelle mesure cela est-il vraiment efficace et économique? C'est une question légèrement différente. Nous avons choisi ce projet précisément parce qu'il est vraiment immense et à grande échelle. Ce secteur est actuellement inexistant, il peut être créé. De plus, il y a une équipe capable de réaliser ce projet. Ce ne sont pas simplement des ingénieurs ou des concepteurs, ce sont des personnes qui ont déjà fait cela, qui ont déjà construit des dirigeables, qui les ont déjà vendus et exploités. Les technologies modernes sont également apparues. Il est évident que la technologie des dirigeables est ancienne, mais il y a 100 ans, ils volaient déjà. Même à cette époque, ils étaient très demandés. Il était commercialement agréable de les produire, de les exploiter, etc.
Et compte tenu des technologies modernes et des matériaux contemporains, ils peuvent être encore plus efficaces, encore plus économiques, encore plus écologiques, c'est-à-dire que tout s'est simplement bien aligné. Le projet est à un stade zéro, et il a déjà démarré à un stade zéro, dans certains pays, à un stade initial. En Chine, on commence à construire des dirigeables, en Amérique, ils sont en cours de construction, et en France, on dit que des dirigeables seront bientôt construits. Tout le monde a commencé, et nous avons aussi commencé. Quand de grands acteurs commencent à se construire, c'est un bon signal pour les autres. Cela signifie qu'il est temps de se lancer, les étoiles se sont alignées, cela signifie qu'ils sont très nécessaires. Il existe une multitude de rapports analytiques dans différents pays sur l'impact des dirigeables sur l'économie, sur leur utilité dans divers pays, ainsi que sur les grandes tâches complexes qu'ils peuvent accomplir et que personne d'autre ne peut réaliser. En gros, tout indiquait qu'il fallait le faire, c'est pourquoi nous avons commencé. En fait, peux-tu expliquer en 2 mots ce qu'est un dirigeable? Tout le monde imagine à quoi il ressemble, même ici, il est présent. Quelle est sa construction? Pourquoi vole-t-il? Si grand en apparence. Eh bien, cela peut être expliqué aux enfants. Si vous prenez un ballon, vous voyez, vous le lâchez, il s'envole vers le haut, nous le voyons, mais là, il y a un petit moteur ou pas. Qu'est-ce qui le tire vers le haut? Eh bien, c'est la force d'Archimède qui le tire vers le haut. Tu dépenses de l'énergie pour que la force d'Archimède le tire vers le haut. Non, tu ne le fais pas. Et c'est la même chose avec le dirigeable. Il s'avère que les dirigeables utilisent en fait les lois physiques ordinaires pour voler dans le ciel, contrairement à d'autres appareils. D'autres appareils utilisent également les lois de la physique. Ils essaient un peu de surmonter. Ils les utilisent à leur manière. Ils appliquent les mêmes lois de la physique, mais les coûts de cette énergie, et nous, une fois que nous avons consommé le gaz, nous avons allégé l'appareil et lui avons donné une certaine portance. Et le gaz n'est plus consommé, et toute l'autre énergie que nous devons utiliser, c'est uniquement pour sa stabilisation et pour créer une force propulsive, afin qu'il avance. Et c'est déjà un tout autre niveau d'énergie. Il n'est pas nécessaire de faire tourner cette hélice. Eh bien, en gros, le dirigeable, tout le monde le sait depuis longtemps, est beaucoup plus économique en termes de carburant. C'est moins cher que les avions et les hélicoptères, et 1 heure de vol en dirigeable est la moins chère. Si l'on parle des avantages en général, discutons de manière plus en détail de l'endroit où ils peuvent être appliqués par rapport à d'autres moyens de transport classiques. Ils sont parfois meilleurs, parfois ils peuvent complètement ne pas utiliser d'avion, et un hélicoptère peut également ne pas être nécessaire. Il existe une vision publique très répandue sur l'utilisation des dirigeables. C'est une tâche liée au transport de marchandises volumineuses. Prendre un produit volumineux et lourd de l'usine et le déplacer vers le lieu d'exploitation est une tâche spéciale, qui est actuellement résolue en fragmentant ce produit spécial en morceaux de taille appropriée pour passer par les chaînes logistiques existantes. Par exemple, cela se fait soit par camion, soit par train, soit par bateau, mais le plus souvent d'abord par train, puis par bateau, puis à nouveau par train. En gros, le dirigeable peut transporter un produit assemblé et l'apporter immédiatement. C'est l'une de ces super capacités dont tout le monde est au courant. Mais s'il s'agit d'une application qui n'est pas évidente, il est clair qu'il faut un certain type de communication matérielle et économique avec les régions éloignées, de manière certaine et évidente. Cela peut être effectué par des hélicoptères, par exemple, ou par des avions, à condition qu'il y ait un endroit où atterrir, avec une piste d'atterrissage. Les hélicoptères peuvent le faire, mais c'est coûteux et ils sont limités en termes de distance. Le dirigeable, eh bien, dans une certaine mesure, il est aussi, bien sûr, limité en distance, mais il peut voler beaucoup plus loin qu'un hélicoptère et transporter des marchandises et des personnes, et peut-être même des charges de personnes. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il peut servir d'infrastructure, créant autour de lui un objet, c'est-à-dire qu'il existe, de manière conditionnelle, un certain lieu habité où il n'y a pas, par exemple, de centre médical ou de pointe énergétique quelconque ou autre chose. Les dirigeables ont la capacité d'apporter directement un magasin, un laboratoire ou une clinique. Un dirigeable de la polyclinique est arrivé, a atterri, certains services ont été offerts et ils ont continué leur vol. Un sujet très intéressant avec les cliniques mobiles
Elles sont dans des bus, vous avez pu les voir souvent, et il y a un train qu'ils prévoient de lancer, mais que ce soit le bus ou le train, il faut une route d'abord. Ici, tout est une question d'imagination. Ici, pas besoin de route, le ciel est libre, vole où tu veux, atterris. Pas besoin de ces aérodromes, on peut atterrir dans un champ, ou mieux encore, sur l'eau. Eh bien, les polycliniques qui se sont posées sur l'eau, c'est juste, bien sûr, toutes des petites tâches. Mais maintenant, je regarde souvent, ils les utilisent dans la publicité, mais c'est probablement l'application la plus banale, non? Eh bien, la publicité, oui, la publicité, elle est partout et tout le temps. Sur un dirigeable, c'est quelque chose de nouveau, d'énorme, qui vole dans le ciel. Il va sans dire que cela coûte de l'argent, mais ce n'est pas du tout son utilisation principale. Cependant, lorsque le secteur a atteint une impasse, il a récemment survécu uniquement grâce à la publicité. Tous ces dirigeables que l'Allemagne construisait et que les États-Unis continuaient d'exploiter étaient utilisés principalement comme support publicitaire et, probablement, ils sont en concurrence avec les drones, qui sont maintenant sur toutes les lèvres. Les dirigeables sont compétitifs, ils permettent la surveillance du terrain et le transport de petites charges. Il est probable que les dirigeables ne constituent pas vraiment une concurrence. Ils peuvent faire ce que les drones ne pourront jamais faire dans leur vie. Rester suspendus pendant quelques jours au-dessus d'une ville, ou naviguer pendant une semaine le long d'une zone de protection naturelle, surveillant les incendies. Quel drone? Une demi-heure, au maximum 1 heure. Les drones ailés les plus remarquables, oui, c'est un peu différent ici. Mais de toute façon, les drones ailés ne peuvent pas transporter autant que les dirigeables. Les dirigeables, dans notre ère de dématérialisation, sont considérés comme des stations robotiques volantes. Ce sera un véritable laboratoire volant. Il pourra devenir un porteur de drone. C'est une tâche très intéressante. Lorsqu'un grand dirigeable vole, des drones s'envolent de celui-ci, effectuent des opérations quelque part, puis reviennent à lui. Donc, il n'est pas un concurrent, il est plutôt un outil supplémentaire, afin que tout s'améliore en symbiose. C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses directions d'application, et bien sûr, ces directions existent déjà aujourd'hui. Les hélicoptères transportent des charges et personnes, les avions font la même chose. Quel est l'avantage du dirigeable? Eh bien, selon le schéma classique, tous ceux qui ont lié leur vie au dirigeable se basaient sur le calcul du coût de transport d'une tonne, sur 1 kilomètre. Et à partir d'une certaine taille, le dirigeable offre les solutions logistiques les plus avantageuses pour le transport de marchandises. Alors, qu'est-ce qui le rend meilleur? Au moins, il est moins cher. C'est-à-dire que nous pouvons faire la même chose avec des cargaisons, mais à moindre coût. Le dirigeable peut transporter plus de cargaisons. Le coût de production d'un dirigeable est moins élevé. Non. Si l'on compare la production d'un hélicoptère ou d'un dirigeable, le dirigeable est moins cher pour les mêmes capacités de charge. Comparé à un avion, c'est beaucoup moins cher qu'un avion. Il ne peut pas rivaliser avec l'avion car l'avion vole plus vite. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens de voler une si longue distance en dirigeable d'un dirigeable à haute altitude et à grande vitesse. Le dirigeable à haute altitude et à grande vitesse peut déjà rivaliser avec l'avion, mais c'est une perspective encore lointaine, et pour l'instant, il n'est pas question de dirigeable à haute altitude et à grande vitesse. Pour beaucoup, c'est un rêve, et probablement cela arrivera un jour, mais il n'est pas concurrent de l'avion. Et il n'est pas non plus un concurrent de l'hélicoptère, si le petit hélicoptère peut attraper quelque chose quelque part et le transporter. Mais le dirigeable est tout de même plus grand. Il n'y a rien à cacher ici. C'est-à-dire que tout a son application, et le dirigeable a la sienne, grande et vaste, qui ne se croise avec aucune autre. Elle vient simplement compléter, nous avons en fait un nouvel outil aérien supplémentaire pour vraiment réaliser un certain travail qui n'est pas effectué actuellement. Et si l'on regarde les concurrents dont tu as déjà parlé aujourd'hui, dans quel domaine d'activité se positionnent-ils? Par exemple, je sais que Brim se positionne pour des opérations de sauvetage, n'est-ce pas? Eh bien, il ne se positionne pas vraiment, j'ai l'impression, qu'il s'est construit un dirigeable appelé l'Arche.
Il a également mentionné cela pour les opérations de sauvetage, au cas où quelque chose serait détruit, pour pouvoir s'envoler quelque part, mais dans l'ensemble, c'était probablement sa station, au cas où il y aurait un certain tumulte et attendre, mais tout ne se passe pas bien pour lui avec son dirigeable, il est peu probable qu'il réussisse. Il devrait remercier tout le monde et dire que c'est sur cette note que nous allons conclure. Maintenant, en connaissant toutes ces erreurs, rassemblons quelque chose de nouveau. Mais aura-t-il suffisamment d'enthousiasme? Probablement, oui. En ce qui concerne les concurrents, ce ne sont pas vraiment des concurrents, mais des collègues, car la concurrence existe là où le marché est déjà partagé, et ici, quand il n'existe pas, il faut le former. Donc, pour l'instant, les collègues dirigeables se concentrent principalement sur le tourisme, et dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Parce que le tourisme sur notre planète, d'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait vraiment vérifier. Quel pourcentage du PIB mondial représente le tourisme? Il me semble qu'il est assez significatif. Tout le monde veut des dirigeables touristiques, les Arabes veulent, les Européens veulent, et les Chinois veulent. Les Chinois ont en fait construit ce dirigeable, qui ressemble de manière suspecte à notre AU-30 russe. Ont effectué ces essais en vol et ont déjà commandé une série de 10 de ces dirigeables. C'est exactement le même modèle que ce que les Allemands font actuellement avec leurs nouveaux Zeppelin. Il y avait 15 personnes qui sont entrées. Il y a eu une petite visite d'une heure, puis le groupe a changé. Ensuite, voici, la Chine a maintenant commandé 10 appareils afin d'utiliser des dirigeables selon le même modèle. Et bien sûr, de les commercialiser d'une manière ou d'une autre. Les Français promettent de construire un grand dirigeable solaire, également touristique, qui aura une grande surface recouverte de panneaux solaires, fonctionnant uniquement avec des moteurs électriques. C'est leur agenda écologique, bravo à eux. Touristique. Les Anglais fabriquent leur Airlanders. C'est un projet assez controversé en ce qui concerne sa dynamique et d'autres aspects. Il semble également qu'ils aient trouvé un investisseur pour la production d'une série de tels appareils afin de voyager de l'Angleterre au pôle Nord et retour. Et là, le prix du billet est de 200 000 $ par personne, environ approximativement. Ils ont sûrement déjà trouvé un public qui leur permettra de rentabiliser toute cette construction. Il y a le tourisme. De petits dirigeables sont déjà utilisés en Afrique. C'est précisément un dirigeable, un drone pour la livraison de médicaments et d'autres fournitures dans des zones difficiles d'accès. Ils ont effectué les premiers essais. Les essais ont été couronnés de succès. Ils ont trouvé un investisseur qui a financé le projet. Ils n'ont plus besoin d'investisseurs, mais ont trouvé une entreprise qui s'occupe de médicaments et qui leur a alloué des fonds pour réaliser la logistique avec cet appareil. Mais nous n'avons pas encore vu de rapport financier, donc nous ne savons pas s'ils sont rentables. Ou non, c'est évident. Mais ici, tu vois, le transport de marchandises par drone a été lancé dans un pays européen, mais c'est un petit drone. C'est vraiment un jouet. Comme l'appellent les pilotes de dirigeables, il ne peut voler que par temps ensoleillé. Et calme, là il peut atteindre une certaine distance, mais dès qu'il y a un peu de vent à droite ou à gauche, il ne volera nulle part. Dans un pays européen, je ne me souviens plus exactement lequel, ils ont lancé un appareil aérostatique toroïdal. En fait, tous les dirigeables sont simplement des appareils aérostatiques, des aéronefs. Un dirigeable, c'est simplement quelque chose de contrôlé. Si tu lâches un ballon dans un coin, il s'élève de manière incontrôlée. C'est un aérostat. Si tu y as fixé un moteur, il peut déjà manœuvrer. C'est un dirigeable, un chef d'orchestre contrôlé. Et un tel appareil piloté a été créé par les Européens pour surveiller les lignes à haute tension. Pour l'instant, il est géré chez eux aléatoirement, mais il avance dans cette direction. Et dans l'ensemble, globalement, le tourisme, si l'on résume, est en général... Eh bien oui, le tourisme. À l'époque, nous regardions aussi au Kenya. Ce que tu disais, la clinique volante, n'est en fait pas une direction si fantastique, car il y a déjà au Kenya un dirigeable qui, je crois, distribue des médicaments, et en plus, il est sans pilote. Par conséquent, en médecine, il y a bien sûr aussi de nombreuses applications, et il semble que, lorsque les technologies le permettent, un certain domaine commence à se développer dans le monde entier. Les dirigeables sont clairement ce domaine en ce moment, car il semble que tout le monde se soit réveillé à peu près en même temps et ait commencé à les fabriquer, y compris en Russie. Le gouvernement de la Russie a émis un ordre selon lequel il faut développer ce thème ici chez nous, n'est-ce pas? Oui, là-bas, en Russie moderne, il y a déjà eu des tentatives que je pense réussies dans certaines limites, bien sûr, de construire des dirigeables, et aussi, certainement, c'est aussi Alexandre Nikolaïevitch Kirill qui a construit des ballons.
C'est aussi la société Augure qui a construit là-bas les AU11, 12, 30, toutes sortes de modèles. Et pendant que ce mouvement se formait, eh bien, pendant qu'il faisait tout cela, certains documents normatifs, certains actes, quelque chose sur les dirigeables, commençaient à apparaître au gouvernement. Et donc, comme on me l'a raconté, cette fameuse mise en place qui avait été faite là-bas a maintenant porté ses fruits. C'est-à-dire qu'ils ont progressé dans leur liste de tâches jusqu'à un certain point. Il y a un marque-page, en quelque sorte, pour savoir si nous pouvons fabriquer des dirigeables. Et comme elle est déjà là, oui, un ordre du gouvernement a été émis pour délivrer ou établir des dispositions. En gros, je ne comprends rien à ces documents gouvernementaux. Mais l'essentiel est que d'ici la fin de cette année, le gouvernement s'attend à recevoir un certain nombre de propositions concernant l'industrie des dirigeables, ou même pas nécessairement l'industrie, mais au moins quelque chose à proposer sur les dirigeables. Ce sera un appareil, ce sera une série d'appareils, mais à quoi servent-ils? Quelles tâches vont-ils accomplir? Ou y a-t-il une introduction qui concerne toute une industrie? Les projets disent simplement, d'accord, il y a une tâche, nous sommes ouverts, mais naturellement, ils l'ont dimensionné. C'est entre environ 30 et 200 tonnes, avec un commentaire pour le développement de notre direction Arctique Nord. Ils attendent, simplement attendent, de voir qui va proposer quoi maintenant. Simplement. Eh bien, en ce qui nous concerne, que souhaitons-nous proposer? En fait, en voyant que l'intérêt pour le thème des dirigeables est vraiment très élevé, en constatant qu'il y a en Russie un très grand nombre de personnes qui non seulement souhaiteraient construire des dirigeables, mais aussi celles qui les ont réellement construits, avec des résultats tangibles, des brevets et des technologies très avancées. Il est devenu très clair qu'il y a toutes les chances de devenir des leaders, non seulement sur le marché russe, mais aussi de rivaliser à l'échelle mondiale avec ces géants qui, en tout cas, ont investi beaucoup d'argent et qui sont souvent de très grandes entreprises, et nous pouvons vraiment rivaliser avec eux. En effet, ce n'est pas seulement ce que nous pouvons faire, nous le faisons et nous avons les chances de devenir numéro 1 dans ce domaine. Lutter, rivaliser et pacha comme judoka? Oui, ici, nous devons construire ensemble ce bel avenir radieux, car le dirigeable, bien qu'il ait été utilisé autrefois en guerre, n'est plus vraiment militaire aujourd'hui, car les guerres sont désormais loin et pour longtemps, c'est déjà un moyen de transport pacifique, et avec les collègues, il faut une saine concurrence. Mais en même temps, La rivalité, oui. oui, collaboration. Dans la collaboration, Oui, et en fin de compte, en voyant qu'il y a vraiment tout pour développer cette direction, le projet dirigeable de nouvelle génération a été créé, dans le cadre duquel une entreprise a été fondée qui s'appelle Nova. C'est dans le bureau de cette entreprise que nous nous trouvons actuellement et parlons de ce que nous allons faire dans le domaine des dirigeables et comment nous prévoyons de gagner un peu plus d'argent grâce à cela. Parce que c'est une part de cette entreprise que chacun de vous peut obtenir. Permettez-moi de lister les points et Fedor s'occupera des détails. je voulais d'abord parler un peu des thèses, que c'est clair ce qui se crée. Tu dis genre, voilà, et nous avons organisé, mais nous avons organisé cela grâce au financement participatif. Et je voulais aussi souligner que le financement participatif et les dirigeables, c'est vraiment un sujet historique. Il s'avère qu'un très grand nombre de dirigeables ont été utilisés pour des largages, et en Allemagne, on contribuait pour eux, et en Angleterre, on contribuait pour eux, et même à l'époque, il y a 100 ans, en Union soviétique, on contribuait pour eux. Il y avait même 2 dirigeables pour lesquels on contribuait. On se réunissait pour un, mais en fait pour 2. Pour les gens, je ne sais pas, c'est le destin des dirigeables, qu'il faut rassembler les gens, et finalement faire décoller le vaisseau aérien dans le ciel. Mais nous ne nous sommes pas seulement appuyés sur le fait qu'il existe des faits historiques réels, mais aussi sur le désir du peuple de contribuer. Dans l'ensemble, il y a de nombreuses requêtes sur Internet concernant ce qu'est un dirigeable et où sont passés les dirigeables, avec des centaines de milliers de recherches par mois, rien que dans la partie russophone d'Internet. Le nombre de vues des vidéos est incroyable, mais où sont passés les dirigeables? En général, nous pouvons déjà dire sans hésitation qu'il s'est écoulé quelques mois depuis le lancement du projet et l'intérêt est très vif, tant chez le grand public que chez les spécialistes travaillants.
dans le secteur aéronautique et dans des secteurs connexes. On dirait, tu sais, que tout le monde était assis, attendait, dormait un peu, des dirigeables. Exactement. Il y a tant de propositions, tant de choses. En gros, oui. Et c'est pourquoi le crowdfunding, après tout, semble être un destin, apparemment, d'une telle importance historique. Mais non seulement le destin, mais aussi les statistiques montrent que cela intéresse beaucoup de monde et que tout le monde aimerait les voir. Oui, je connais 2 tels projets de crowdfunding, ils ont tous les 2 été couronnés de succès. Il s'agit de Zeppelin en Allemagne et de Komsomolskaya Pravda sur le dirigeable en Union soviétique. Nous serons le 3e à connaître le succès. Ce n'est pas le 3e, si l'on compte. C'est plutôt le 5e quelque part. Je connais 3, 2 en plus de nous. Apparemment, les gens veulent que les dirigeables existent, et donc cela se produira. Maintenant, on peut même en tirer profit. En parlant de ce qui est créé dans l'entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise de dirigeables? Une entreprise qui fabriquera ses aéronefs. Il est clair que ce sont des personnes, avant tout des personnes. Actuellement, l'équipe se forme, le noyau principal est déjà en place. Chaque jour, ici au bureau, le travail se poursuit sans relâche. Nous avons commencé les webinaires et les gens ont commencé à partir peut-être, pour ne pas nous déranger. Comme nous avons commencé à 5 heures la dernière fois, les gens passaient discrètement et essayaient de ne pas faire de bruit. Par conséquent, le travail avance très bien. Nous ferons bientôt une visite du bureau et vous montrerons tout cela. En gros, ce bureau et ces personnes où nous nous trouvons actuellement constituent en réalité le bureau d'études. Le premier point, c'est l'endroit où ces aéronefs seront conçus et développés. En plus de cela, l'acquisition est prévue et maintenant Fedor Konstantinov va expliquer quelles autres options existent pour le terrain où seront situés 2 hangars, où se déroule le travail de l'État et leur entretien. C'est une production propre où différents composants critiques seront développés, disons, afin de ne pas transmettre toute la technologie à des sous-traitants, parce que certaines pièces peuvent être conçues et fabriquées ailleurs. C'est une école où seront formés des pilotes et d'autres professionnels, ainsi que des projets commerciaux externes. Cela signifie que ce bureau d'études pourra non seulement travailler sur ses propres dirigeables, mais aussi développer des dirigeables uniques et spécifiques en fonction des besoins des clients. C'est une direction dans laquelle cette entreprise pourra déjà s'engager. Nous parlons d'une perspective de 3 à 5 ans, précisément de ce que nous prévoyons de faire dans le cadre du projet actuel, du budget actuel, dont nous parlerons également, mais nous voyons déjà l'entreprise sur 10 ans à l'avance et nous allons vous montrer tout cela maintenant. Fedor, parlons-en plus en détail. Voici le bureau d'études, le premier puzzle de ce type que nous avons. Que se passe-t-il ici en ce moment? En fait, nous sommes dans ce même bureau d'études. Que va-t-il se passer? Oui, nous avons réalisé cette présentation il y a assez longtemps et le projet évolue. Il ne s'agit pas d'une tentative, mais d'un mouvement assuré vers la première étape, tandis que la phase 0 est le pré-lancement. C'est pourquoi nous avons dit que certaines choses peuvent changer, et la présentation encore plus. En général, le terme bureau d'études est bon, et le bureau d'études va se former et est déjà en train de se former, mais dans l'ensemble, nous formons une société de gestion qui comprendra un bureau d'études. Dans ce bureau se forme l'ossature de ce holding, ils en sont parfaitement conscients. Dans ce bureau se forme l'ossature de ce holding, il n'y a pas seulement des concepteurs. Il y a aussi partie financière, partie commerciale, partie de production, partie de conception. La partie de conception est en grande partie comme un conseil d'experts, comme un conseil scientifique et technique, et ils ont imaginé. Il y a, et ils ont imaginé, même pas vous là-bas, nous en parlerons un peu plus en détail. En général, ici dans le bureau, il sera initialement formé principalement comme une entreprise principale, on peut même l'appeler ainsi, et d'où sera aussi géré le développement. Il est clair que des développements seront également menés ici, mais précisément pour la formation d'un bureau d'études complet au sein de tout ce holding, eh bien, il faudra bien sûr du temps. Nous avons actuellement une liste de spécialistes qui se consacrent exclusivement à la conception et à la fonctionnalité du bureau d'études. Il y a déjà environ 15 personnes là-bas. Pour que vous compreniez, la précédente entreprise qui a fabriqué l'AU-30 avait un noyau principal d'environ 10 personnes. Oui, enfin, tout le reste, ce sont des sous-traitants, encore des sous-traitants. Et tout fonctionne. En gros,
L'ossature principale des concepteurs est formée, la production est établie, nous travaillons sur la partie commerciale, et pour la partie financière, pour l'instant, c'est Solar. Oui, et donc, au cours des 3 prochaines années, nous devons non seulement former un bureau d'études, mais également créer l'ensemble de cette société mère holding, qui inclura la gestion non seulement du bureau d'études, mais aussi de nombreux domaines, allant de la conception à l'exploitation, et il y a environ 10 fonctions à remplir, ce qui doit représenter 10 directions au sein de cette société holding. Tout cela doit être contrôlé, géré, etc. En gros, oui, un bureau d'études est en train de se former, dans lequel sera conçu ce que Pavel Filipov a montré ici, encore une fois, une ancienne présentation. En gros, sans faire référence au fait qu'elle est ancienne, je raconte ce qui va se passer. Oui, lundi, nous aurons un conseil scientifique et technique où sera présenté le premier visage de l'appareil. À l'intérieur de cette entreprise, un conseil scientifique et technique se tiendra où une première version de l'appareil sera présentée. C'est déjà fait. Déjà ce produit, pour ainsi dire, de l'activité intellectuelle au sein du projet. Nous avons parlé précédemment de la présentation des anciennes réalisations, elles seront plus ou moins les mêmes, mais maintenant des précisions et autres sont en cours, et dès que notre conseil scientifique et technique se tiendra lundi, si tout est unanime, nous pourrons déjà montrer quelque chose. Si des modifications du projet sont nécessaires, cela sera reporté, mais cela sera relativement à ce premier appareil qui est mentionné ici comme un appareil de 2 tonnes. Il est indiqué que nous en produirons 2, mais en réalité nous pouvons en produire davantage. Cependant, il nous suffit de réaliser le premier appareil en 1 an, peut-être même plus rapidement. Il sera réalisé en version entièrement autonome, nous en sommes déjà arrivés là, nous le validerons lors du conseil scientifique et technique. Voilà. Il y aura tout de même une certaine gondole, bien sûr, et elle sera interchangeable, soit optionnellement pilotée, soit entièrement sans pilote, soit sans pilote pour le transport de marchandises, soit optionnellement pilotée pour le transport de marchandises. En gros, toutes ces petites choses vont changer. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi. Quel est ce projet? C'est le plus rapide, le plus rapidement réalisable, le moins cher, un démonstrateur. En quelque sorte, de nos capacités, principalement des capacités qui ne sont même pas tant techniques que d'organisation. Ce que l'on peut construire un dirigeable et le faire s'élever dans les airs, nous l'avons prouvé il y a déjà 100 ans, voire plus. Maintenant, la question de notre collectif, c'est que nous montrons ce que nous regardons, même à nous-mêmes. Nous nous sommes organisés, nous avons construit l'appareil, cela nous a pris 1 an, cela a nécessité une certaine quantité d'énergie, d'argent, et ainsi de suite. Mais il n'est pas seulement prouvant du type « nous avons pris notre envol », il a déjà un potentiel commercial qui se dessine. Dans le même mode de fonctionnement sans pilote, il pourra accomplir des tâches telles que le transport de marchandises, comme un drone, ou encore pour certaines missions de surveillance. Tout cela est en train de se former. Ce sont ces caractéristiques techniques qui sont intégrées. Lundi, il y aura un conseil et après le conseil, nous préciserons la présentation. Mais l'appareil est construit, encore une fois, non pas en un seul exemplaire. Les processus sont organisés de manière à ce que tout cela puisse être produit en série. Et le deuxième appareil, ici, il est mentionné comme un 10 tonnes, est un modèle très important pour nous. C'est celui que nous commencerons à produire après ce premier appareil, qui est notre priorité actuelle. Il sera déjà plus sérieux et sophistiqué, avec des fonctionnalités avancées et une meilleure performance. C'est-à-dire que pour l'instant, nous prévoyons entre 500 kg et 1,5 tonne. Ici, il était indiqué 2, c'est aussi un peu là. Eh bien, en gros, les 10 tonnes suivantes représentent déjà un appareil très sérieux, c'est déjà un schéma rigide. Ce sont déjà des délais légèrement différents, ce sont déjà bien sûr d'autres sommes d'argent, un autre niveau de responsabilité, mais aussi bien sûr un coût différent de l'appareil, le coût des services qu'il peut fournir. C'est la prochaine étape. Le conseil scientifique et technique concernant ses caractéristiques techniques, son apparence, sa conception, etc.,
Je pense qu'il se tiendra plutôt vers la fin de l'année, peut-être même un peu après le Nouvel An. Dans le cadre de ce projet, la construction de ces appareils est bien sûr prévue, et nous déterminons déjà leur apparence exacte, leurs caractéristiques, etc. Pour cela, il sera nécessaire de produire un E-Link, car pour le premier appareil, nous avions également prévu de produire un U-Link, mais nous avons réfléchi à la possibilité de le réduire légèrement, afin qu'il puisse passer dans les hangars d'aviation standard qui sont disponibles partout avec des portes de 12 sur 12 mètres, afin de ne pas investir trop d'argent dans la construction au début et de dépenser l'argent du projet de manière plus efficace. Il ne s'agit pas de dépenser, mais d'investir, bien sûr. Bien que si tu investis dans la construction, tu ne perdras pas. Mais nous investissons tout de même dans le ciel, et nous ne perdrons certainement pas. Nous avons fabriqué un appareil plus petit, et ici, la présentation portera sur 2 hangars, mais pour réduire le temps, au lieu de 3 ans, nous avons réduit à 1 an. Au début du projet, nous avions prévu de faire décoller le premier appareil dans 3 ans, mais cela dépendait aussi de la construction du hangar. Maintenant, nous avons tout réduit à 1 an. Le premier appareil décollera dans 1 an. Il n'a donc pas besoin de hangar. Mais pour le deuxième appareil, un hangar sérieux sera nécessaire et nous en parlerons un peu plus loin. Pour cela, il nous faut justement un terrain. Oui, voici la Terre, les hangars. Et dans les hangars, comment cela va-t-il se présenter? Que va-t-il exactement se passer avec eux? Un hangar n'est pas un garage pour le stockage des dirigeables, bien qu'il puisse être utilisé à cette fin. Tous les dirigeables seront construits avec un stockage extérieur libre, tout comme les avions et les hélicoptères qui sont stationnés tranquillement. Il est clair qu'il faut mettre des housses sur les pales, faire d'autres ajustements, mais c'est un stockage en extérieur. Et les dirigeables seront précisément conçus de cette manière. Les linguets, pour la plupart, un atelier d'assemblage. Il y a aussi un endroit pour effectuer l'entretien lorsque le dirigeable est mis à l'arrêt, tout comme une voiture. Il y a un certain cycle où il faut vérifier quelque chose, remplacer quelque chose et parfois même réparer quelque chose. C'est-à-dire qu'en grande partie, le hangar est un atelier d'assemblage où tous les composants arrivent initialement. De ces composants naît le dirigeable, qui peut ensuite être libre et se déplacer dans la rue. Mais il devra tout de même revenir périodiquement au hangar, et ce hangar doit être construit. Il existe bien sûr des hangars existants. Mais pour un appareil aussi énorme, un dirigeable de 10 tonnes est déjà considéré comme énorme, même s'il n'est pas aussi gigantesque que ceux de 200 tonnes. Cependant, d'un point de vue ordinaire, il suffit de regarder l'appareil et de dire s'il est petit ou non. Un dirigeable de 10 tonnes n'est déjà plus petit. On peut bien sûr utiliser des ateliers, je ne me souviens plus comment s'appelait l'usine, mais ils construisaient à Krasnoïarsk pour établir une production afin de créer ces navires aquatiques qui se déplacent sur les rivières et les mers. Et là, il y a d'énormes portes, et l'atelier lui-même est immense. Théoriquement, il est même possible de l'assembler. Nous avons trouvé une telle option. Nous ne l'avions pas vu dans son ensemble auparavant. On peut y assembler un grand appareil. Mais après tout, la construction de son propre hangar est une technologie d'assemblage simple. Elle va donc soit s'adapter à quelque chose d'existant, soit nous allons créer une série optimale. Bien sûr, le choix de la série optimale doit être fait sur ce champ d'aviation et ensuite dans la rivière. On peut introduire un dirigeable dans la rivière, mais il est peu probable que nous faisions tous les autres hangars avec un accès à la rivière, c'est-à-dire qu'il faut construire son propre hangar et il va naturellement le faire. C'est aussi la capitalisation, bien sûr, de l'entreprise, c'est tout. Sur quelle terre? La question. Il sera construit. Pacha a dit qu'il y a des options, mais il n'y a que quelques options, mais pour l'univers, toujours, il n'y en a qu'une. Celle qui sera. Et toutes les autres sont des illusions. On peut acheter un terrain à vocation agricole et le réenregistrer pendant très longtemps, le transformant en dirigeable drone. On peut s'adresser à quelqu'un qui possède déjà son propre aérodrome et qui est prêt à collaborer pour louer par exemple un petit terrain, ou plutôt un grand terrain pour un hangar, bien sûr, afin que nous puissions y installer un hangar. On peut également s'entendre avec un autre aérodrome pour entrer en partenariat, d'une certaine manière en tant que cofondateur, et cette terre devient alors, de manière conditionnelle, la terre du projet où l'on peut construire un hangar. Il est possible d'acheter un aérodrome déjà existant. Il y en a aussi qui se vendent avec un champ d'aviation, même avec des hangars,
qui conviendront pour la construction du premier dirigeable, et donc nous n'avons pas encore complètement étudié toutes les propositions pour prendre une décision de gestion sur la direction que nous allons certainement prendre, mais il est logique que cela soit toutes les nôtres. C'est-à-dire que si cela est acquis, d'une part, cela ne perd pas de valeur, mais au contraire, cela prend de la valeur lorsque de l'argent y est investi et que des choses se passent sur le terrain. En revanche, lorsque c'est étranger, des risques apparaissent, que ce soit en location ou même en partenariat avec quelqu'un. Donc, la terre est nécessaire. La terre est vraiment très importante. Quelle elle sera, le temps le dira. École de production. L'école, oui, c'est une très bonne direction. Très importante, certainement. Non seulement il faut former des pilotes, mais même ceux qui forment les pilotes doivent également être formés. Il est également nécessaire de former des techniciens. Et dans l'ensemble, un grand nombre de personnel est nécessaire pour faire fonctionner les dirigeables, en général. Si nous voulons vendre des dirigeables, il faut former le personnel. Donc, l'école est cruciale pour nous. Sans école, nous n'avancerons nulle part. Et elle sera organisée. Il y a déjà une proposition de l'école récemment créée, et d'ailleurs pas seulement de celle-ci. Il y a une proposition de faire cela sur leur base. En général, lorsque les écoles ont appris que nous allions construire des dirigeables, elles se sont animées et ont dit qu'elles voulaient former des dirigeables. De plus, d'après les retours des gens, ils se demandent où aller pour trouver un emploi afin de finalement piloter un dirigeable. L'école sera formée dans le cadre du projet et fera également partie de ce holding. Elle pourrait d'ailleurs même agir comme une unité commerciale distincte, car il est nécessaire de former les gens en permanence. Il est nécessaire de les former non seulement pour soi-même, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Ainsi, on peut même gagner de l'argent avec l'école. Et l'école sera organisée. Très probablement. Les mouvements actifs concernant l'école commenceront quelque part autour du moment du décollage du premier dirigeable. Il nous reste donc environ un peu moins d'un an pour commencer les travaux actifs sur l'école, la formation, des méthodes, des méthodologies et autres environ. Nous tenons actuellement un conseil scientifique et technique, première, troisième itération, c'est 1-3 itérations. Nous validons le premier appareil et à partir de ce moment, nous avons une compréhension de ce qui est nécessaire pour le premier appareil qui sera impliqué, en quelle quantité, et ainsi de suite. Et il est déjà possible de préparer des matériaux pour l'école. Je viens juste d'y penser. Il est juste temps de les appeler. Il est peu probable qu'une usine complète soit construite dans le cadre du projet. Commençons par les fondations, puis construisons l'usine. Non. La production ici concerne principalement l'acquisition de certains processus technologiques, que ce soit pour le collage de différents types de matériaux ou pour l'enveloppe extérieure, que ce soit même la programmation du système de contrôle, cela entre certainement conditionnellement sous... C'est le concept de production que nous avons ici. En gros, ce sont des processus technologiques critiques sans lesquels personne ne pourra reproduire ce que nous allons faire. Parce que nous allons travailler en coopération, il n'est pas nécessaire de construire une usine de dirigeables. Des usines existent déjà dans le pays. On peut créer un dirigeable dans le cadre d'une large coopération, mais si nous ne laissons pas derrière nous certaines technologies, certains processus techniques, rien n'empêche quiconque de demander à faire la même chose dans le cadre de cette coopération, en cochant simplement une case pour contourner les brevets, la propriété intellectuelle et autres. Dans ce sens, oui, la production sera mise en place. Tant que nous avons toujours des espaces, nous avons toujours un partenaire. L'un des leaders du projet est Ruslan, qui est très compétent et expérimenté. Ruslan sera responsable de l'appropriation de la production, de sa localisation ultérieure, de la production en série et d'autres aspects. Ruslan possède déjà ses propres locaux, il a également des technologies et un certain parc de machines, bien sûr. Il peut légèrement s'élargir car la tâche est tout de même unique. Auparavant, il travaillait de manière conditionnelle avec un autre, mais sur cette base, cela peut déjà être fait. Donc, il n'y aura pas d'investissement particulier ici, mais le fait
Même de posséder la technologie est considéré comme une propriété intellectuelle. Et donc, il y a des clients. Nous avons également parlé des clients. Cette entreprise, dans les prochaines années, en plus de ce que tu as mentionné, sera capable d'exécuter des commandes externes. Par exemple, une entreprise publique peut se manifester et dire qu'elle a une certaine tâche, qu'elle a besoin d'un dirigeable particulier, et il sera possible de concevoir ce dirigeable pour elle, d'organiser la production et tout le reste. Dans une perspective de 3 à 5 ans, des clients de ce type apparaîtront certainement, car dès que nous ferons voler le démonstrateur dans un an, l'expérience des années passées, ainsi que notre ingéniosité, nous indique que si quelqu'un a besoin de dirigeables, il se tournera probablement vers ceux qui savent les faire voler. Et si nous réussissons cela, alors ce sera nous. Il y a une compréhension de qui pourrait venir et avec quelle commande. Pour l'instant, il est naturellement trop tôt pour en parler. Nous prévoyons le projet sur 3 à 5 ans. Cela représente un certain montant de financement, des délais spécifiques, même liés à l'obtention du certificat et de la licence pour cet appareil, et nous serons en mesure de le faire décoller dans un an. Encore un peu de temps et nous obtiendrons le premier prototype expérimental pour le leader. C'est-à-dire qu'il peut déjà, de manière conditionnelle, démontrer une certaine applicabilité commerciale sur la base de cette licence, mais obtenir un certificat de type pour pouvoir le produire en série est encore une procédure assez complexe qui peut prendre 1 an, voire 3. La perspective de 3 à 5 ans concerne le fait que l'appareil a déjà un certificat de type, qu'il est déjà produit en série et qu'il génère un bénéfice commercial grâce à son exploitation ou à sa vente. C'est pourquoi le projet est prévu sur 3 à 5 ans, mais le client peut venir plus tôt, après la démonstration. Il payera, il dira « D'accord les gars, vous avez créé un appareil avec telle caractéristique, j'en ai besoin de 2 fois plus ou d'1 fois et demie moins, mais 1 fois et demie moins, c'est illogique, il faudra probablement plus. Le client finance ce développement, et donc vous, en tant qu'investisseur participatif, commencez déjà à avoir un certain profit de cela. » Nous parlons justement de la création, de la société mère, donc tout l'argent que cette société gagnera, peu importe comment elle le gagnera. Cela inclut également en fait les revenus des investisseurs de manière significative. Toutes les sociétés mères, qui seront bien sûr créées dans le cadre du même groupe de sociétés ou holding, seront néanmoins établies précisément par la société Nova. Et voilà, je montre justement la diapositive suivante, les perspectives. Pour les 5 à 10 prochaines années, on peut voir qu'il y a maintenant plus d'aérolargues et beaucoup plus d'appareils. En effet, que cela signifie-t-il de manière significative et de nombreux autres? La première tâche maintenant est de créer cette entreprise qui commencera à générer des revenus, qui sera durable et qui ne dépendra pas, y compris, des investissements. Naturellement, à ce moment-là, les investisseurs gagnent de l'argent. Nous devons aller de l'avant et il y a maintenant une compréhension de la direction à prendre, des appareils que nous pouvons fabriquer, mais cela se fera soit avec les bénéfices générés, soit par le biais d'un financement supplémentaire, ce qui est également normal pour les affaires. Cependant, cela ne se fera plus dans le cadre de la société mère, c'est-à-dire que l'entreprise ne cherchera pas constamment à attirer des fonds. Ce seront vraiment des filiales. Par exemple, une telle filiale pourrait se consacrer spécifiquement aux dirigeables stratosphériques. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui. Par exemple, parle-nous de ces appareils qui sont également prévus et peut-être, en particulier, des stratosphériques qui intéressent beaucoup de monde. Eh bien oui, à propos de tous les appareils, à propos de la stratosphère, pour les 2 premiers types d'appareils qui seront créés, nous prévoyons que le système, l'ensemble de ce business, atteindra l'autofinancement. Dans un délai de 3 à 5 ans, sous certaines variables appropriées dans notre cadre, c'est leur série, leur applicabilité, il y a de la publicité pour eux, pas seulement la vente de tonnes et de kilomètres, mais aussi des services spécifiques, c'est la conception de certains appareils spéciaux pour d'autres clients, et la machine est déjà sur les rails, en quelque sorte, et a démarré.
Mais ensuite, oui, pour le développement des arbres à 10 tonnes, cela ne fait probablement que commencer. C'est vraiment un petit... Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut construire la prochaine étape. 20 est un chiffre intermédiaire. 40 est bon. 200 est idéal. Au-delà de 200, la question se pose. Vaut-il la peine d'y aller? Les très grands et majestueux dirigeables ont une caractéristique mathématique. Plus il est grand, plus il est efficace, plus il est économique, et plus il est nécessaire au marché d'un côté. D'un autre côté, il construira un tel appareil. Eh bien, il y aura probablement une certaine utilisation pour cela. Construire 4 de ces appareils, en parlant de ceux de 200 tonnes, sera probablement suffisant pour épuiser toutes les applications possibles sur la planète. Mais si tu construis environ une centaine de tels appareils, le climat économique de la planète commencera déjà à changer. Déjà, il y a ce blogueur et de nombreux analystes s'accordent à dire qu'il est possible. En gros, de créer une nouvelle route de la soie, de construire une centaine de ces appareils de 200 tonnes, d'établir un itinéraire approprié qui coïncide avec les courants aériens et autres, et tu deviendras la personne la plus riche de la planète, ou bien une entreprise, ou un groupe de personnes. Et il faut naturellement s'efforcer d'atteindre cela, car se donner pour tâche de construire un seul appareil ne constitue pas la fondation d'une industrie, c'est-à-dire que cela ne crée pas quelque chose de grandiose et d'énorme. Donc, il est évident qu'après avoir construit un démonstrateur de 500 kg à 1 tonne, il serait absurde de créer immédiatement un appareil de 200 tonnes. C'est pourquoi il existe une stratégie étape par étape, qui peut évoluer. Encore une fois, nous sommes à l'étape 0, au pré-lancement, et pour l'instant, seule une réunion scientifique et technique se tient pour le premier appareil. Les étapes peuvent changer, c'est-à-dire que ce ne sera peut-être pas 10, 20, mais 10, 40, puis 100, et non pas 200 tout de suite. Mais ici, c'est précisément la logique selon laquelle cela sera mené de manière progressive. Certains appareils seront mis en série, par exemple des modèles de 10 tonnes, car nous avons étudié le marché et compris qu'il existe déjà une structure logistique de marché dans laquelle ils peuvent s'intégrer. Voici un dirigeable de 20 tonnes, un de 40 tonnes. Ils peuvent servir de dirigeable touristique, et il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de les produire en série. Peut-être que ce seront des appareils uniques, adaptés à des pays spécifiques, selon leurs besoins. Si un pays a dit « j'ai besoin exactement de cela », alors cela est développé pour eux. Ce sont justement ces clients qui se tiennent à l'écart. Si l'autre partie le souhaite, il y a une personnalisation complète avec un design unique et des caractéristiques uniques, quelque chose pour l'été, quelque chose pour l'hiver, quelque chose pour une certaine altitude, quelque chose pour une autre. En gros, tout est différent, mais il est peu probable qu'il s'agisse d'un appareil produit en série comme des montres. Ce sera un appareil de 10 tonnes. Cette dimension sera comme une montre. Le premier appareil sera comme une montre. Et cette dimension viendra. Nous trouverons ce juste milieu économique, où un grand appareil devra également être produit comme une montre. Ce seront probablement ces conteneurs standardisés sur lesquels toute notre logistique est déjà basée. Combien il y en aura? Le temps nous le dira, évidemment, à l'avenir. Mais le modèle doit arriver à cela. Et ensuite, c'est la stratosphère. Plus précisément, la stratosphère commence avec le tout premier appareil et se poursuit à travers tous ces appareils vers sa propre niche. Conquérir, c'est vraiment un mot moyen. En général, s'élever dans l'atmosphère et commencer à y réaliser des travaux utiles, naturellement commerciaux, c'est le rêve de nombreuses entreprises, parce que nous avons déjà maîtrisé l'air, les hélicoptères, les avions, les drones, nous avons déjà maîtrisé l'espace, des satellites y volent par milliers, tournent. Cependant, la couche intermédiaire, la stratosphère, est pratiquement inutilisée. Oui, il y a des météorologues qui sont constamment lancés, ils sont ponctuels, principalement ils étudient les vents et d'autres choses. Oui, il y avait des programmes sur les ballons stratosphériques à long terme, le même Google Loom et des programmes soviétiques. Il y en avait de toutes sortes. Mais ce n'est pas tout à fait ce dont nous parlons ici, à vrai dire. Et vous avez d'ailleurs pu voir sur Internet que récemment, les Américains ont lancé une capsule dans la stratosphère. Elle monte avec des touristes, c'est comme un ascenseur stratosphérique. Vous y montez,
Vous regardez la Terre et le noir de l'espace d'en haut, puis vous redescendez probablement en parachute, bien qu'il soit possible qu'un gaz soit d'abord libéré avant le parachute. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations détaillées. C'est le prochain pas après les sondes qui ont déjà été développées, et le prochain pas vers lequel tout le monde se dirigera, ce sont de grands appareils similaires, comme une station touristique, mais déjà pilotée. Si le vol ici est non contrôlé, disons qu'il a monté et descendu, alors s'élever dans l'atmosphère, enfin dans la stratosphère plus précisément, et y rester en suspension, c'est une direction très attrayante et d'un point de vue de la télédétection de la Terre, étudiée du point de vue de la distribution de la communication et d'Internet, et en général, il y a une multitude d'applications, et c'est vraiment beaucoup moins cher de faire tout cela par ici que par l'espace. Et c'est vraiment plus pratique. Tu peux descendre cet appareil, remplacer l'équipement, effectuer l'entretien technique et le remonter. Et si c'est avec l'espace, tu dois rassembler un nouveau satellite, le mettre dans une fusée, mais l'orbite est déjà occupée là-bas. Trouve une idée pour qu'il vole là-bas, mais sans se croiser avec ça. Les fusées d'Elon Musk sont réutilisables, tandis que celles des autres sont jetables. En gros, c'est très cher. Et on parle peu des dirigeables stratosphériques, car c'est probablement un véritable Graal économique, à peu près comme les cargos de 200 tonnes avec leur route de la soie. Et nous y allons, et nous y sommes déjà à partir d'hier. Enfin, hier, là, une semaine, un mois, nous comprenons déjà, en gros, que nous avons passé au conseil scientifique et technique pour le premier appareil. C'est quelque chose que nous avons terminé, en fait, le conseil pour le développement de telles recherches stratosphériques, parce que tout commence, encore une fois, par l'acquisition d'expérience, par des recherches, par des tests d'équipement, et ainsi de suite. Voilà pour les 6 premiers mois concernant la stratosphère. C'est bon, nous avons déjà lancé cela. J'ai déjà promis plusieurs fois que nous commencerons bientôt à vous montrer tout cela. En fait, en réalité. Plus nous nous préparons bien, mieux nous avancerons, c'est évident. Et ici, la précipitation n'est d'aucune utilité. Peut-être que je suis un peu trop joyeux sur certains points. C'est un sujet vraiment génial de lancer quelque chose dans la stratosphère, et moi, en tant que personne venant de l'espace, cela m'intéresse beaucoup, et je peux me permettre de dire que, fin septembre, nous allons lancer quelque chose. Ce sera comme ça, parce que cela me passionne, et j'ai envie de m'y consacrer. Mais en général, la discipline et l'ordre restent la première priorité. Donc oui, les délais sont un peu décalés, mais tout va bientôt commencer. Bien sûr, un dirigeable stratosphérique est comparable à un dirigeable de 40 tonnes, comme celui que vous voyez, et le hangar peut être le même, que ce soit pour 40 tonnes au sol ou pour le stratosphère, où il pourra soulever, espérons-le, 2 tonnes, car la différence de densité de l'air au sol est évidente, il est dense. Là-bas, il est dépressurisé et soulever le même volume ici sera beaucoup plus difficile qu'ailleurs, mais en général, même en construisant un dirigeable de 40 tonnes, une partie des nœuds et des agrégats sera développée comme pour un stratosphérique, simplement il sera plus léger, avec moins de poids à porter. Oui, mais ils utiliseront le même hangar, et donc, d'ici à ce que nous parvenions à atteindre environ 40 tonnes, je pense que les caractéristiques techniques et l'apparence du stratosphérique seront déjà établies. La question est donc, quand vont-ils finalement décoller? Si notre premier prototype de démonstrateur décolle dans environ 1 an, nos petits sondes stratosphériques décolleront déjà dans environ 1 mois. Peut-être même plus tôt. Les sondes stratosphériques à longue durée de vie décolleront en premier, avant la nouvelle année. C'est donc un dirigeable stratosphérique. Ici, la perspective est probablement d'environ 6 ans jusqu'au premier vol, mais ce sera déjà un tout autre niveau de science et de technique. Et dans l'ensemble, le décollage du premier dirigeable stratosphérique propulsera la capitalisation de l'entreprise dans la stratosphère. Donc dans 6 ans, nous pourrions tous nous envoler depuis la stratosphère. Eh bien, en conséquence, oui, ce business, en cours de création, permet actuellement aux gens d'y participer. En fait, plus je soutiendrai activement le projet, plus tout ce dont tu parles se réalisera rapidement. Une très très douce introduction.
Naturellement, tout est financé par des investissements participatifs et il n'est pas prévu d'attirer un capital important pour le moment. Il est indiqué ici que les clients peuvent investir dans la construction d'appareils uniques, par exemple des dirigeables touristiques ou pour leur entreprise spécifique. De plus, de l'argent affluera à l'école si le client a besoin d'un dirigeable. Ah, au fait, l'entreprise d'exploitation. C'est logique et compréhensible pour tout le monde. Tant que nous n'avons pas acquis nous-mêmes l'expérience d'exploitation, comment pourrions-nous transmettre l'appareil à quelqu'un d'autre? Donc, nous aurons une entreprise d'exploitation dans cette société mère, dans la structure de holding. En ce qui concerne le capital important, il n'est pas prévu d'en attirer au début. Oui, ce sont des investissements participatifs, et donc oui, cela dépend de votre activité. La rapidité avec laquelle nous réaliserons tout cela dépendra de cela. Lorsque nous ferons décoller le premier, le deuxième, le troisième dirigeable, nous construisons en fait nos plans en fonction des finances que nous avons reçues et nous planifions en conséquence. Et tant que la planification se fait avec un budget limité, si les investissements deviennent beaucoup plus actifs, nous pourrions peut-être ajuster les délais et avancer un peu différemment en attirant plus de spécialistes et plus de sous-traitants. En général, tout le monde comprend tout, c'est logique. Donc, non seulement l'investissement, mais aussi un like et un repost aideront. Donc, si vous êtes globalement d'accord avec ce que nous faisons, faisons-le connaître sur les réseaux, au minimum. S'il vous plaît, c'est vraiment nécessaire. Oui, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas l'activité. Rappelez-vous que directement via ce lien, si vous en envoyez un autre maintenant, il pourra regarder l'enregistrement, donc envoyez-le, laissez-les entrer, ou bien regardez les enregistrements. Pour faire décoller un tel projet, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises qu'une petite somme, 100 millions de dollars d'investissement, est le montant dont nous avons besoin non seulement pour faire voler un dirigeable, mais aussi pour construire une entreprise capable de produire en série, d'exploiter et de concevoir des dirigeables, tant pour ses propres besoins que pour des clients et des commandes externes. Le délai de 3 à 5 ans, comme l'a dit Fiodor, peut être plus rapide dans certains cas, tandis que dans d'autres, cela prendra vraiment 3 ans, car certains processus nécessitent du temps. Néanmoins, c'est un délai plus que réaliste sur lequel nous nous basons actuellement. La capitalisation de l'entreprise que nous créons ensemble et dont vous pouvez devenir copropriétaire est actuellement estimée à 1 milliard de dollars. Ce chiffre est basé sur le bénéfice que l'entreprise générera dans le cadre de ce modèle commercial selon le schéma classique, qui évalue une entreprise en prenant les bénéfices de 3 ans. Cependant, nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises que c'est une évaluation trop conservatrice pour ce type d'entreprise, car en plus d'être rentable, elle est également très dynamique et émotionnelle. Eh bien, vous savez tous que les entreprises dans lesquelles les gens voient un potentiel valent toujours beaucoup plus que 3 bénéfices. C'est 10, c'est 20, et il y a même des entreprises qui valent 30 à 50 fois leurs bénéfices annuels. C'est pourquoi ici, nous nous orientons selon le scénario le plus conservateur. Mais même un tel scénario permet d'augmenter les investissements que vous faites aujourd'hui au stade préliminaire d'au moins 10 fois. Ainsi, même selon un scénario aussi conservateur, ce projet offrira la possibilité de gagner de l'argent. Même à une personne qui n'investira pas de grosses sommes, la société Nova, oui, c'est bien cette société qui réalise le projet. 49% de cette société est attribué à tous les investisseurs qui soutiendront le projet. Eh bien, en fonction de la somme que vous investirez, c'est bien entendu la part qui vous appartiendra. Il est prévu que l'entreprise soit nouvelle après qu'elle sera devenue une société par action. Cela se produira après que le projet aura terminé de lever des fonds, émis 1 milliard d'actions et actuellement, Solar Group, pour sa part, émet 50 milliards de parts que vous pouvez acquérir. C'est précisément des parts que vous acquérez aujourd'hui, des parts de la société Solar Group, et ensuite vous échangez ces parts contre des actions de la société Nova. La société Solar Group, dont vous acquérez des parts, est en réalité cofondatrice à 49% de la nouvelle entreprise. Techniquement, ce n'est pas encore le cas,
mais cela se produira très bientôt. C'est aussi un moment organisationnel, tout cela sera nécessaire, et par conséquent, cela sert de garantie aux investisseurs qu'ils acquièrent réellement une part de l'entreprise Solar Group et qu'ils possèdent effectivement une nouvelle entreprise à travers cette société. Eh bien, quand il y aura des actions, vous pourrez alors posséder l'entreprise directement. Notez qu'aujourd'hui, vous achetez des parts de l'entreprise Solar Group et les parts ne sont pas achetées une par une, ni deux, ni trois. Vous pouvez acheter en gros, disons, nous appelons cela un paquet d'investissement. Vous pouvez prendre un paquet de parts, par exemple pour 2000 $, et dans ce paquet de 2000 $, il y aura un certain nombre de parts à un prix déterminé. De plus, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'investir 2000 $ ici et maintenant. Vous pouvez choisir ce paquet en comprenant que c'est bien 2000 $ que vous souhaitez investir et de répartir facilement leur paiement sur un certain nombre de mois et sans effort. À mon avis, un paquet de 2000 $ est disponible avec un paiement échelonné sur 30 mois, c'est-à-dire que vous payez une petite somme chaque mois et ainsi, en fait, vous remboursez le montant total. Pourquoi faire cela? Pourquoi ne pas simplement économiser 2000 $ et investir tout de suite? Tout est une question des soi-disant conditions d'investissement, à savoir des étapes de financement. Notre projet est divisé en 20 étapes de financement. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas à la première étape de financement. Nous sommes à la 0, à l'étape préliminaire. Dans le cadre de cette étape, nous organisons avec vous et, disons-le, nous finalisons l'organisation de ce projet qui a été préparé pendant 3 ans. Nous le faisons sous vos yeux et vous proposons déjà maintenant de soutenir le projet financier. Et, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà remarquer que cet argent est déjà dépensé pour les besoins du projet. Au minimum, nous sommes dans les bureaux de la société Nova à chaque étape du projet. Celui-ci résout des tâches spécifiques, ce qui fait avancer le projet et, par conséquent, le rapproche de son objectif lorsque l'entreprise, d'une part, attire tous les investissements nécessaires et d'autre part, réalise les tâches dont nous avons parlé, par exemple, commence à produire tel ou tel aéronef. Plus nous nous rapprochons de la 20e étape de financement, moins le projet présente de risques, d'échecs, et à chaque étape, nous modifions les conditions d'inflation. Cela signifie que vous, en faisant le même investissement, obtenez un nombre réduit de parts. En termes, il est plus avantageux d'investir aujourd'hui que d'investir à la première étape. Et à la première étape, il est plus avantageux d'investir qu'à la deuxième. Il y a un tel équilibre. Oui, vous prenez aujourd'hui plus de risques que les personnes qui investiront, par exemple, au 10e stade, plus, mais en même temps, la soi-disant prime de risque pour vous est plus élevée. Oui, les conditions sont meilleures. Ce qu'il faut comprendre, en ce moment exactement, c'est qu'à ce stade préliminaire, en réalité, les parts sont vendues à moitié prix par rapport à ce qu'elles seront lors de la première phase de financement. Actuellement, la remise moyenne pour une part est de 1000, tandis qu'à la première étape, elle sera en moyenne de 500. Donc, si vous souhaitez voir des dirigeables dans le ciel rapidement, si vous voulez devenir copropriétaire de cette entreprise, et si vous savez qui nous sommes, ce que nous faisons, et que vous voyez nos résultats, alors vous avez l'opportunité de croire en cette direction, d'investir dans les meilleures conditions qui ne se répéteront plus jamais dans le projet et de devenir partie intégrante de ce grand business que nous allons construire ensemble avec vous. Tout le monde demande exactement quand le changement d'étape. Quand aura lieu le changement d'étape? Écoutez, eh bien, laissez-moi alors faire une petite annonce, oui. Cette information apparaîtra dans les jours à venir. Le 16 novembre, nous aurons une conférence. Elle se déroulera à Moscou. Vous êtes tous naturellement invités. Nous vous attendrons. Nous parlerons de dirigeables lors de cette conférence, par exemple, entre autres. Et c'est précisément là, lors de la conférence, que vous obtiendrez la réponse à cette question. Donc, cela se produira très bientôt. Vous savez que l'étape est également liée au montant du financement. Actuellement, nous visons un montant de 1 million de $. Donc il est possible que cet événement se produise avant la conférence.
Vous savez, comment les gens voient qu'il reste encore 1 million de dollars à collecter, ils se disent j'investirai demain, après-demain. Quelle différence y a-t-il entre aujourd'hui et demain? Mais quand l'échelle sera atteinte, réaliseront qu'ils pourraient ne pas avoir le temps, et c'est dans cette agitation que la dernière partie se fermera rapidement. Il vaut mieux. Comme cela nous arrive souvent, je n'ai pas eu le temps un jour, s'il vous plaît, prolongez. Alors, c'est au montant ou à la date. Si nous collectons 1 million avant la conférence, que se passera-t-il? Si nous rassemblons 1 million avant la conférence, si actuellement il n'y a aucun plan pour le conseil technique, comme tu l'as dit, et que cela ne sera pas sérieusement ajusté, alors nous pouvons changer avant. Eh bien, tu sais comment c'est, cela peut ne pas se produire jour pour jour. Peut-être que nous donnerons encore une semaine, par exemple, pour ceux qui... En fait, la phase zéro est une grande incertitude. Je pense que cela ne concerne ni le montant ni la date, mais la tenue du conseil scientifique et technique, le fait que nous ayons convenu de l'apparence technique. C'est d'une part, en fait, le premier appareil. Ces moments organisationnels concernant la formation de la structure juridique et la composition définitive de l'ensemble des employés sont désormais passés, c'est-à-dire que lorsque nous sommes déjà prêts et que nous avons compris que c'est ça, nous y allons. En fait, cette présentation doit être retravaillée. En gros, la phase préparatoire 0 est terminée. On peut bien sûr ajouter la création de la marque, car pour l'instant nous ne sommes ni ici ni là, mais une entreprise d'État doit avoir sa propre marque, mais c'est un autre sujet. En réalité, il n'est pas du tout nécessaire que cela soit le cas, d'un côté, mais de l'autre, un engouement commence maintenant, et cela inclut aussi notre pays, et il faut de la reconnaissance parce que il est évident que créer un appareil qui s'est élevé dans les airs, peu importe s'il n'y a rien de dessiné dessus, nous avançons simplement vers cet objectif. Mais tout de même, c'est une étape non obligatoire, mais importante. Il est probablement probable que ces deux premiers soient le signe que la phase 0 est passée. Je pense que le branding est également important, parce qu'au premier stade, non seulement les clients peuvent immédiatement profiter de ce branding, du site et de tout ce qui s'y rapporte, mais cela concerne aussi l'emballage du projet, car la plupart des informations proviennent actuellement, mais le branding ne supprime aucun risque, tandis que l'équipe, la décision, le bureau sont déjà prêts. Oui, je suis d'accord. Eh bien, le plan marketing, mes amis, n'oubliez pas que si vous avez participé au projet Sovolmash, si vous êtes partenaire, alors ici nous avons rempli toutes les obligations que les partenaires nous ont souvent demandées. Les structures de partenariat sont maintenues, vous pouvez continuer à travailler dans le cadre de votre programme de partenariat, mais veuillez noter que pour recevoir une récompense de parrainage des investisseurs qui se sont inscrits au projet Sovelmash, vous devez suivre un petit plan marketing. Voici ce que vous avez actuellement à l'écran. Vous devez remplir disons, quelques conditions obligatoires et une option au choix. Et veuillez bien noter qu'il s'agit uniquement et exclusivement des investisseurs qui étaient enregistrés dans notre espace personnel avant le 7 août. Si des personnes s'inscrivent actuellement dans votre structure, vous recevez une récompense de parrainage en totalité lors des investissements dans le projet de génération de dirigeables et lors des investissements dans le projet Sobolmac. Ici, il n'y a aucune restriction. Et si vous souhaitez utiliser votre ancienne structure, nécessaire de réaliser un petit plan marketing. D'autre part, pour les partenaires ayant de grandes structures, il est essentiel d'effectuer une action aussi simple. Pour continuer à recevoir des commissions de parrainage, actuellement, les anciens investisseurs investissent très activement dans le nouveau projet. Je pense que ce ne sont pas des conditions très compliquées. Il n'y a rien d'amusant à ce que de nouveaux investisseurs soient ravis d'investir dans de vieux projets. Oui, et à la question de ce que certains pensent que seules les personnes issues de l'ancien projet investiront, mais nous constatons actuellement une situation inverse. En effet, en faisant la promotion du projet des États de nouvelle génération, nous aidons également à financer le projet Sobolnash. C'est pourquoi Solo Group est vraiment une plateforme d'investissement innovante, où les projets se complètent et s'aident mutuellement à se développer. Je ne parle même pas du fait que les moteurs de la société Sovolmash pourraient également équiper nos aéronefs,
ici, le symbiose et le lien sont évidents. Oui, amis, en gros, aujourd'hui, nous vous avons parlé de ce que sera la société Nova, de ce qu'est le projet d'une nouvelle génération, pourquoi nous nous sommes engagés dans ce domaine, comment nous allons en tirer profit, et nous vous avons expliqué comment vous pouvez également en bénéficier. Alors, si vous êtes intéressé à développer des technologies avec nous, si vous souhaitez voler dans votre propre dirigeable de conception russe, qui a vu le jour grâce à vous, et bien sûr, si vous voulez devenir copropriétaire d'une entreprise rentable, nous vous invitons à ce voyage passionnant que nous venons de commencer, et je suis sûr qu'ensemble, nous réussirons. Alors soutenez le projet, comme l'a déjà dit Fiodor, soutenez-le non seulement avec de l'argent, mais aussi avec des likes et des partages dès maintenant. Ajoutez de l'activité, tout cela nous aidera à lancer le dirigeable le plus rapidement possible. Et maintenant, nous, allons passer aux questions. Il n'y a en fait pas de questions sur VContact, juste des connaissances. Nous avons répondu à certaines choses pendant que nous parlions. Ils ont demandé à propos du bureau 1440. J'en ai entendu parler, mais je ne me souviens pas. En général, il n'y a pas de questions. Maintenant, ouvrons sur l'ordinateur, peut-être que ce sera plus visible car le téléphone est là, et regarde sur YouTube. Nous regardons les questions dans le groupe VContact, nous regardons les questions sur YouTube, donc vous pouvez écrire ici et là. Maintenant, nous allons feuilleter un peu plus lentement comme ça, oui, et doucement, très doucement. À propos du temps, oui, je vous demandais, je vois que les gens écrivent 19h, 19h. Quelqu'un a écrit qu'il serait mieux de venir à 17h pour commencer à regarder, en commençant par ce qui est mieux à 17h. Nous avons mené un sondage dans le groupe et la plupart des réponses étaient pour 19h, mais pas beaucoup plus. Les horaires se partagent entre 17, 18 et 19h. C'est la période la plus pratique. La question vient d'apparaître. Y aura-t-il un invité secret? En réalité, il y a déjà plusieurs invités secrets. Au minimum 3. Ce sont vraiment des invités secrets. Super cool qui vont forcément apparaître. Oui, si je dois répondre brièvement. Sinon l'équipe grandit, il faut se familiariser avec tout le monde. Et progressivement, nous organiserons ce travail. Nous la mettrons sur les rails vendredi. Nous inviterons tout le monde. Nous ferons connaissance. Les gens raconteront quelles fonctions ils remplissent et ce qu'ils font. Ce vendredi. Voici également une question provocante. En ce qui concerne les garanties de remboursement, quelles sont exactement les garanties de remboursement? Victor, eh bien regardez, bien sûr, en investissant dans une entreprise. Il est peu probable que quelqu'un vous garantisse que cette entreprise va vraiment se réaliser. Les risques sont toujours présents. Et nous parlons de capital risque. Nous parlons d'investissement dans une entreprise naissante qui, bien entendu, comporte certainement des risques. Ici, je pense que tout le monde comprend parfaitement dans quoi il participe. La question la plus importante ici est en quoi? Êtes-vous vraiment prêt à croire que les dirigeables seront réellement commercialement réussis? Êtes-vous prêt à croire que c'est cette équipe qui pourra le faire? Et je peux vous dire et promettre, probablement ici la chose la plus importante est seulement une. L'argent ne sera pas volé, l'argent ne sera pas détourné avec tous les investisseurs, les contrats d'investissement sont conclus, vous pouvez. Consultez le contrat et découvrir sur quelle, disons, base vous transférez des fonds au projet. L'argent sera dépensé pour les besoins du projet. Oui, bien sûr, les besoins du projet incluent également certaines dépenses marketing. Par exemple, l'organisation d'un webinaire similaire. Cela coûte aussi de l'argent, mais les dépenses marketing sont rentables. C'est quelque chose que nous savons déjà avec certitude. Et vous, la meilleure façon de voir que l'argent sera utilisé précisément pour la création de cette entreprise, c'est que vous verrez le progrès. Comme vous le voyez, il y a un bureau, des gens travaillent,
certaines personnes reçoivent déjà des salaires, les processus avancent. Donc, je peux vous garantir cela, avec certitude. Et est-ce que ce que nous faisons va réussir? Oui, ça va réussir. Aucune entreprise de dirigeables n'a jamais été déficitaire. Elles sont en effet pour une raison véritablement mythique. Certainement, les scénarios se sont bien sûr effondrés, mais toutes les entreprises étaient rentables. Depuis celles d'il y a un siècle jusqu'aux entreprises modernes, la même entreprise allemande exploite seulement 2, 3 dirigeables, vit dans le luxe, vend un dirigeable tous les 5 ans et a beaucoup d'argent. Et même si nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là, mais même si quelque chose se produisait et que notre entreprise se concentrait sur un secteur touristique, en n'exploitant qu'un petit nombre d'appareils, elle se rentabiliserait très rapidement, et le profit de cet argent qui nous sera versé constitue déjà notre garantie à 100%. Le business garantit certainement qu'il est rentable. Le dirigeable est une entreprise extrêmement rentable. Notre équipe a prouvé au fil des nombreuses années que nous agissons toujours exactement comme nous le disons, en respectant nos engagements et en tenant nos promesses. Personne ne vole quoi que ce soit, en fait. Oui, du tout. J'essaie simplement de comprendre quelles sont les garanties en pourcentage. Eh bien, probablement 99, que ça va marcher maintenant. Oui, oui. Et en ce qui concerne le fait qu'il n'y a absolument personne dans l'équipe qui doute que ce succès sera au rendez-vous. Et donc, comme l'a dit Fiodor, en effet, les entreprises qui possèdent simplement quelques dirigeables gagnent déjà des centaines de millions d'euros par an. Eh bien, avoir au moins une dizaine de dirigeables suffirait déjà pour déjà gagner sa vie. La question est, quels objectifs nous fixons-nous? Les objectifs sont bien sûr beaucoup plus ambitieux. Les garanties, bien sûr, seront toutes juridiques. Toute la structure juridique est pratiquement déjà définitivement formée. En tant qu'investisseur dans ce projet, vous aurez la certitude que, conformément à la liste des contrats, accords et autres, votre argent a été correctement et de manière appropriée alloué. Certainement. Si elle est partie là-bas, elle reviendra quand cela sera rentable. Et le fait que cela sera rentable, c'est une statistique, un fait historique et notre avenir. Que pensez-vous de l'initiative qui exige une licence pour attirer des investissements? De quelle manière cela nous affectera-t-il si nous faisons la promotion des dirigeables? Regardez, beaucoup de gens se trompent. Ils disent que la loi est sortie. Ce n'est pas une loi qui est sortie, c'est une initiative qui doit encore être adoptée. C'est la première chose. Deuxièmement, cela ne peut en aucun cas concerner les investisseurs, car les investisseurs n'attirent aucun investissement. En ce qui concerne l'aspect juridique, même nos partenaires n'attirent pas d'investissement, nous, selon notre contrat de partenariat. Attirons des clients sur le site. Oui, cela peut être une petite astuce quelque part, mais nous avons initialement construit le modèle juridique de manière à ce qu'il soit le plus universel possible et qu'il convienne à la plupart des pays dans lesquels nous travaillons. C'est justement la question. Pourquoi Solar Group est une entreprise offshore, ne se trouvant pas en Russie? Parce que pendant le temps que nous travaillons, il y a eu tant de lois concernant les investissements qu'il va probablement mettre fin à son activité dès le tout début si vous essayez de vous conformer spécifiquement à toutes ces lois. C'est pourquoi nous adoptons un schéma universel. Il est légal, il est conforme à la loi, il nous permet de travailler tout en nous sentant peut-être un peu plus libres que les entreprises qui essaient de se soumettre complètement au contrôle de la Banque centrale. Donc, tout ira bien ici. Mais si une loi est adoptée, si des exigences requièrent une licence, nous obtiendrons cette licence. Eh bien, que nous reste-t-il à faire? Nous allons respecter la législation car c'est ce qu'on attend de nous. Oui, il n'est en fait pas difficile d'obtenir une licence de la Banque centrale pour le financement participatif. Nos partenaires et collègues l'ont fait. Il y a certaines restrictions, mais en général, il y a de l'expérience, oui, et comme Pacha l'a dit, il y aura un besoin, une nécessité, tout sera fait rapidement. Alors, eh bien, sur YouTube, il y a un peu plus de questions. Passons donc à quelques autres de celles-ci. Alors, quand est prévu le passage à la première étape, nous en avons parlé aujourd'hui.
Alors pour qui? Il y avait certaines questions, puis c'était comme si tout était tombé. Voilà. Je me tais, parce que les gens s'écrivent entre eux. Je ne comprends pas. Il y a des questions qui semblent être soit pour nous, soit pour eux. Oui, une activité vraiment très étrange en fait. Les gars, vous êtes vraiment géniaux. D'ailleurs, je pose des questions sur l'analyse du marché. L'analyse du marché, autant que je sache, est en cours en ce moment. Ces éléments sont en cours de finalisation. Nous avons actuellement sélectionné la liste des rapports analytiques que nous sommes prêts à acquérir. Il n'existe pas d'analyse du marché des dirigeables car il n'y a pas de marché. Il est donc nécessaire d'aborder cela de manière très réfléchie en analysant les chaînes logistiques et les échanges commerciaux, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre un peu plus en profondeur, pour ainsi dire, en fait, dans cette direction. Il y a des gens qui s'en occupent, ils s'y consacrent de manière conditionnelle. Allons-nous payer ces rapports? Et allons-nous les voir? Bien sûr, il faut. La question est quand? Pour la création du premier démonstrateur, ce n'est pas nécessaire. Mais lorsque nous allons définir l'apparence technique du deuxième appareil, ces nouveaux rapports, bien sûr, fourniront une analyse plus détaillée pour un ciblage plus précis, si l'on peut dire, car il sera déjà en série et de grande taille. Eh bien, ils seront acquis. Nous verrons, nous étudierons, peut-être même que nous commanderons une étude. Bien que nous allons également initier des recherches dans le cadre de notre société mère. Un conseil distinct s'occupera également de cela à ce sujet important. De plus, oui, l'acquisition de certaines compétences externes et de leurs rapports, un peu plus tard. Alors, je regarde un peu plus les questions, quelques instants. Feuillette, tu attends que le point d'interrogation apparaisse. Non, je lis juste ici la conversation. Il y a vraiment un hater qui a semé un peu le trouble. Qu'est-ce qu'il écrit exactement? Tout. Disons celle qui doute peut-être un peu plus. Dans quoi exactement? En nous peut-être? Dans les grands dirigeables? C'est vraiment étrange. Oui, c'est ça. Il y a une très grande correspondance ici. J'essaie. La question vient précisément de là. Ainsi, si j'investis environ 1000 $, ce qui, au nominal dans le tableau de bord personnel, équivaut à 665 000 $, comment retirer cette somme des réseaux? Actions, chacune d'une valeur de 100 $. Quelle est la valeur nominale de l'action? La valeur nominale d'une action se comprend en divisant la capitalisation par 1 milliard de dollars, vous verrez, la valeur nominale de l'action. Eh bien, c'est la même chose si l'on parle de la valeur nominale de la part. Il faut également diviser le nombre de parts, plus précisément diviser le nombre de parts et d'actions, vous comprendrez cette relation. Et si l'on parle de la valeur nominale de la part elle-même, c'est $1, c'est-à-dire que Solar Group vend une part pour $1, mais il y a une remise dont nous avons parlé, donc il est possible de l'obtenir à un prix inférieur dans le cadre d'un paquet d'investissements. J'ai un cerveau mathématique, et même moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit. C'est juste le soir, il est déjà tard, nous avons travaillé au soleil. Je me base sur le fait que les gens ont certainement regardé le schéma où il y avait environ 1 milliard d'actions et 50 milliards de parts. Cela donne 1 milliard d'actions, si l'on divise par 50 milliards. Cela donne un ratio de 1 à 50. C'est un échange. La valeur nominale des actions. Pourquoi les actions seront-elles émises? 1 milliard d'actions. L'entreprise vaut 1 milliard, donc chaque action vaut. Dollar. Et Solar Group vend également des parts à $1, mais avec une remise. Concernant le branding, j'ai créé un logo pour vous, je peux vous l'envoyer. Si vous l'approuvez et que vous décidez de l'utiliser, au moins vous pourrez le voir. J'y ai consacré un certain temps, écrit André. André, envoyez-le, bien sûr, nous allons regarder, pourquoi pas. Même si nous ne le prenons peut-être pas, peut-être que l'un des partenaires l'utilisera. Pourquoi pas? Regardons, oui. Nous avons justement une nouvelle question sur le branding. Les entrepreneurs se sont mis en file,
Et Pacha dit que nous ne dépensons pas d'argent pour le logo pour l'instant. Tout est logique. Oui, en général. André, vous devriez écrire de préférence dans le chat Telegram. Il y a un lien juste dans la description de cette diffusion, de ce webinaire. Et là, nous verrons tout cela. Vous pouvez écrire, oui, donnez-moi votre email, je vous enverrai le branding. Je vais écrire mon email et j'attendrai. Merci pour votre proposition, c'est très agréable. C'est-à-dire, il n'y aura pas de rapport 1 à 1, actions ne seront pas 1 à 1. Duyunov a dit un jour que les brevets sont nécessaires notamment pour se protéger contre les entreprises qui pourraient utiliser vos inventions, les breveter, puis vous poursuivre en justice. Si vous n'êtes pas vous-même breveté, d'un autre côté, ce n'était pas une question, bien sûr. Oui, il existe une telle pratique. À l'échelle mondiale, en général, tu ne peux pas breveter ce que tu ne peux pas produire. En gros, la même entreprise Samsung peut breveter le fait que la forme des pixels sur son écran ne sera pas carrée, mais triangulaire. Il a la possibilité de rendre cet écran technologique, financier, mental, de manière conditionnelle. Si nous construisons un dirigeable qui volera, et que quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le dirigeable patente nos apparences extérieures, et ainsi de suite, en disant que c'est à moi, il est évident qu'il y a beaucoup d'absurde dans la vie, mais je pense que nous allons nous en sortir. Il est clair que des éléments critiques et des technologies importantes seront brevetés et que des aspects externes le seront probablement aussi. Mais je ne me concentrerai pas trop là-dessus. Il vaut mieux vraiment démontrer un appareil fonctionnel que de se laisser emporter par cette paperasse, même si elle sera tout de même nécessaire. Voici encore quelques questions qui restent sur le canal Solar Group. La première question est: pourquoi n'y a-t-il pas de priorité pour l'entreprise exploitante? Que signifie qu'il n'y a pas de priorité? Il y a bien sûr une priorité. Comme je l'ai dit, nous ne pourrons même pas vendre un dirigeable à quelqu'un sans avoir d'abord exploité notre expérience d'exploitation. Dans l'ensemble, l'entreprise sera construite autour du développement des dirigeables, et il sera possible de réaliser des bénéfices à la fois grâce à leur vente et à leur production en série. Naturellement, il y aura également des profits liés à l'exploitation des dirigeables, qui génèrent des revenus considérables, ainsi que des bénéfices dans le même domaine scolaire. Et pour l'entretien technique des appareils. En aviation, il existe une règle selon laquelle chaque pièce, composant ou unité a un certain nombre d'heures après lesquelles elle doit être remplacée, même si elle est en parfait état. Ce n'est pas que nous soyons rusés, mais nous voulons simplement en tirer profit. Ces règles ont été établies dans un but de sécurité. C'est aussi une très grande partie des revenus, que signifie qu'il n'y a pas de priorité pour l'entreprise exploitante. La question est floue. Il est naturel de donner la priorité à la création de quelque chose, dès que cela apparaîtra. Mais il existe aussi une pensée inverse, qui a également sa place, et nous y abordons aussi les choses sous deux angles. En fait, une entreprise exploitante se forme initialement, elle comprend qu'elle peut occuper un certain marché, celui des services de transport, de logistique, des services de transport de passagers et de marchandises. Une analyse est réalisée, c'est une approche classique, nous pouvons compter sur ce marché, nous avons besoin de ceci, cela, et ce n'est qu'à la fin que tout cela en vient à la conception. C'est-à-dire que de nombreuses entreprises agissent ainsi, elles ne commencent pas par le développement. Dans ce cas, nous abordons le projet sous deux angles. D'une part, nous lançons le développement d'un démonstrateur, et d'autre part, nous lançons une étude marché pour le deuxième grand appareil. Donc, notre priorité ne se trouve même pas tant quelque part dans l'entreprise exploitante, dans la production ou chez le développeur. Notre priorité est de faire avancer toute cette large gamme de manière significativement importante pour le développement de l'industrie à grande échelle, avec notre engagement et notre détermination. La participation de l'État est-elle prévue à l'avenir? Si oui, sous quelle forme?
Bien sûr, c'est prévu. Comment peut-on créer une industrie sans le soutien de l'État? Peu probable. Nous pouvons créer une entreprise internationale ensemble. Mais l'industrie devra construire ses hangars dans chaque pays. Il faudra aussi adapter la documentation réglementaire et la législation ici et là. Il est nécessaire de complètement changer certaines choses, de laisser d'autres telles quelles, de travailler sur certains aspects et d'en créer de nouveaux. Cela doit être intégré dans les programmes d'études des instituts pour commencer à former des spécialistes, car il y a un grand besoin de professionnels, en commençant par les développeurs, puis en passant par les économistes et les managers. Il y a aussi des instituts de construction où il ne s'agit pas seulement de constructeurs de machines, mais aussi d'une multitude d'autres professions. Et il faudra également créer tout cela. Il y aura une coopération étroite avec les organes gouvernementaux. La question est de savoir quand cela commencera et sous quel format. C'est un sujet complètement distinct. Ici, on peut planifier quelque chose, on peut fantasmer, mais de toute façon, cela se passera comme cela doit être. Nous espérons sincèrement que ce sera vraiment écologique et bénéfique pour l'environnement. Comment un État est-il libéré et comment peut-il ensuite se relever? Il descend lentement et en toute sécurité, et il se soulève quand c'est nécessaire. Mais attention, il y a plusieurs mécanismes là-bas. En gros, c'est la descente du dirigeable, qui se fait de manière très contrôlée et précise, assurant une sécurité maximale à tout moment. Il est important de noter que chaque mécanisme joue un rôle crucial dans ce processus. Un des aspects les plus banals est que, en fait, le dirigeable peut vraiment être surchargé, conditionnellement. Nous l'avons pris de ce point, l'avons relâché, et il a commencé à couler doucement, car il est surchargé. Dans ce cas, il s'enfonce grâce à des processus naturels. Il peut avoir un poids nul. Nous l'avons lâché et il n'a nulle part où aller. Voilà, il est ici dans son point d'équilibre. Comment peut-il descendre? Il peut y avoir une cavité spéciale, pas une vraie cavité, mais un sac dans lequel de l'air est injecté, ce qui exerce une pression sur le gaz porteur et le dirigeable commence à changer d'altitude. On peut s'arrêter ou descendre plus bas, c'est l'un des moyens. Le deuxième moyen est de tourner les hélices et d'appuyer le dirigeable avec les hélices. Il y a aussi une troisième et une quatrième méthode, et toutes sont liées à un aspect technique. Il y a un moment où le dirigeable est surchargé et a une flottabilité nulle, voire négative, lorsque celui-ci est fortement tiré vers le haut, par exemple, après avoir lâché une lourde charge, ou lorsqu'un autre événement se produit. C'est à ce moment-là que commence une combinaison de plusieurs méthodes, avec des ballonnets qui se gonflent et des moteurs qui tournent. Il se passe beaucoup de choses. Nous en avons discuté lors d'un webinaire technique, apparemment avec Dimitri Kmel, et aussi avec Alexandre Nikolaevitch. Vous pouvez voir, nous avons organisé des webinaires techniques et nous continuerons à les animer. Cette question a déjà été abordée. Le webinaire est technique, mais je vous ai un peu éclairé. C'est juste une question générale. Comment il descend? Si à ce moment-là il vole quelque part, il lui suffit de corriger ses gouvernails et il descendra. Ensuite, il suffit de corriger les gouvernails et il montera. Je comprends simplement où va la question. Avec ballast, sans ballast, et ainsi de suite. Certains ont du ballast, d'autres n'en ont pas. Il y aura beaucoup de dirigeables. Ils seront conçus pour des tâches spécifiques. Et ces systèmes de variation d'altitude seront parfois dupliqués, parfois uniques. En gros, nous expliquerons tout. Nous montrerons tout. Et gaz sera utilisé, de l'hydrogène. Hélium. Seulement de l'hélium, n'est-ce pas? Pour l'instant seulement de l'hélium. Des questions sur le financement. D'abord, dans quelle juridiction se trouve votre entreprise? D'où est-elle transmise? La diffusion se fait depuis Moscou, précisément depuis le bureau de la société Nova, qui est en effet également enregistrée en Russie. En ce qui concerne Solar Group, c'est une entreprise offshore. Elle se trouve actuellement dans des chambres, et nous avons parlé de cela de nombreuses fois, y compris aujourd'hui où nous avons abordé ce sujet. Notre entreprise est licenciée, elle possède une licence pour son activité, peut travailler dans le monde entier, et cela répond également à la question de pourquoi tout est en dollars. Parce que nous réalisons un projet qui ne se limite pas seulement à la Russie. En effet, nous couvrons un grand nombre de pays, à savoir 194 pays.
C'est de ces pays que nous avons des participants, des investisseurs, qui investissent dans le projet dirigeable et dans le projet Sobolmac, et nous mettons en place une telle infrastructure, tant du point de vue juridique que technique et financier, afin que des personnes du monde entier puissent participer à ces projets. C'est pourquoi nous utilisons également des dollars. De plus, le dollar reste aujourd'hui une monnaie internationale, qui est pratique tant du point de vue du financement que de celui du budget pour de grands projets. En effet, budgétiser un projet en roubles, c'est risqué, car vous savez, demain le taux de change du dollar pourrait passer de 90 à 150, et tous vos budgets en roubles ne seraient alors plus tout à fait précis. Tant que le dollar est considéré comme la seule monnaie centrale, il est plus simple de faire des calculs à partir du dollar. Il est évident que nous sommes tous patriotes du rouble, cela est clair. Nous pouvons recalculer. Selon les talons or, si dollars vous conviennent pas. Oui, il est important de comprendre que peu importe les roubles, les dollars, etc., tout cet argent se transforme très rapidement en quelque chose de physique, en ces actifs que l'entreprise crée. Alors, il y avait des dollars, il y avait des roubles, et quelle différence? Vous voyez, il y a un bureau. Oui, pour l'instant c'est en location, mais il y a tout de même un endroit où l'équipe travaille déjà sur le projet aujourd'hui. Eh bien, il semble que les questions ici soient terminées. Je ne sais pas s'il y a des questions intéressantes sur VContact, mais en gros... Il y a quelque chose ici à propos de la licence en ce moment. Ah, non, c'est encore la même chose. Il faut obtenir une licence. Alors, on dit, faisons un concours de logos. Si vous savez dessiner des logos, voyez un logo d'une entreprise qui fabrique des dirigeables. Avec le mot Nova, dessinez-le. On peut le faire à la main, sur un ordinateur, ou même professionnellement, avec un certain guide de marque. Tout cela consiste à créer et à choisir les polices et les couleurs. En général, si vous avez des compétences et de l'envie, bien sûr, faites-le. Partagez-le sur Telegram. Oui, peut-être d'ici la fin de la semaine. Oui, nous n'avons pas encore rassemblé toutes les différentes et variées idées sur les dirigeables, pour le moment. Je m'excuse encore, je me confesse. Nous avons organisé un concours pour la meilleure idée, non triviale, sur la façon d'utiliser un dirigeable. En fait, nous incluons toutes les fantaisies et imaginons que c'est une salle de concert, je ne sais pas, suspendue au-dessus de l'Everest. C'est vraiment très divertissant, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'utilisation pratique et utile. Un tel concours a été lancé, le gagnant du concours aurait dû être choisi, je pense, il y a déjà 2 semaines. Et il serait devenu un visiteur heureux de notre bureau. Mais comme nous ne sommes qu'en train de nous installer dans le bureau depuis 1 semaine, nous n'avons pas encore choisi de gagnant pour le moment. En attendant, je commence déjà à me fatiguer de repousser les délais. Je m'excuse pour cela. Je me réveille, je cours au travail, je m'endors, je me lève et je cours encore. En réalité, il y a peu de temps. Alors, où rassemblons-nous exactement les questions? Leïla m'a vraiment envoyé un tableau. Il faudrait vraiment le mettre à jour. Mais qui va choisir? Pour une raison quelconque, j'ai dit que je choisirais. Mais mince, j'ai tant de choses à faire, comme un fou. Peut-être que tu choisiras. Puis-je choisir? Ou, tu sais, nous pouvons organiser un vote au sein de l'équipe, mais cela prendra un peu de temps, mais nous choisirons certainement, oui. Surtout si nous sommes déjà réunis. On a... Bien, nous ferons tout cela. Nous vous montrerons comment le gagnant viendra au bureau, afin que vous sachiez que dans nos concours, si vous participez, tout se réalisera. D'accord, allons-y. Il est bien finalement temps de conclure. Oui, je pense. Déjà beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux dire? Nous avons des réalisations. Aujourd'hui, nous avons un webinaire dans moins de 2 heures. Nous avançons déjà dans la bonne direction, mes amis. Alors, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et d'investir dans notre projet. Oui. Si quelque chose n'est pas clair, si vous avez des questions, nous avons un groupe sur Telegram. Vous trouverez le lien sous la diffusion. Rejoignez-le. Il y a une section questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Écrivez-les dans la section des suggestions. En général, nous sommes totalement ouverts à cette communication en direct via Telegram. Il n'est pas nécessaire d'écrire officiellement par email.
En gros, écrivez-y, activons-nous là-bas. Nous allons également enrichir ce canal avec du contenu intéressant et utile. Donc retrouvons-nous sur Telegram. Oui, c'est tout. Au revoir à tous. Tout, à bientôt.